Eh bien, bonjour à tous, enfin rebonjour. On va démarrer notre petit webinaire. En termes de déroulement, l'idée c'est que ça dure 1 heure. Voilà. On aura 45 minutes de présentation sur lequel moi-même et Samuel Basset allons intervenir. Et puis ensuite, en 15 minutes pour les questions. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. En ce qui concerne donc les présentateurs, Samuel Couturier, donc je suis associé du groupe Erika Pluriel. Je suis situé géographiquement au nord puisque je suis à La Rochelle, mais j'interviens et je suis plutôt référent au niveau des associés sur le passage à la facture électronique. Si vous avez déjà suivi le webinaire général qu'on a fait début février, j'étais l'un des 2 présentateurs avec Gauthier Boisseau. Voilà, et puis je connais bien les métiers et le métier du bâtiment puisque je suis issu d'une famille d'artisans. Voilà. Je te laisse te présenter, Sam. Alors moi, Samuel Basset, donc moi je suis basé sur le bassin d'Arcachon à l'agence d'Andernos et moi je m'occupe aussi, comme Samuel Couturier, je suis aussi référent sur la réforme de la facturation électronique. Voilà. Donc, au niveau donc le groupe Erika Pluriel, donc vous avez une petite slide de présentation, mais bon, je pense que vous connaissez. Grosso modo, on est très présent sur la façade atlantique des Sables d'Olonne, le plus au nord, jusqu'à Bayonne. C'est une vingtaine d'agences, 23 associés, 300 collaborateurs, voilà. Donc, on intervient sur plusieurs métiers au niveau de l'expertise comptable et aux alentours, le RH, le juridique, voilà. Au niveau du focus BTP, métier BTP qu'on va faire durant cette heure, on va être ensemble. Le sommaire ici présent se déroule, on va dérouler en plusieurs parties. Donc plutôt une présentation d'abord générale que je vais faire au niveau de la réforme, pourquoi et comment ça fonctionne. Samuel Basset reprendra la main pour la partie BTP et notamment sur ce qui est très intéressant, les cas d'usage. Et puis ensuite, je finirai sur la partie mise en place et accompagnement d'Erika. Et puis, on essaiera de répondre à vos questions sur le dernier quart d'heure. Donc, n'hésitez pas, je le répète, à poser vos questions dans le chat et on essaiera de vous répondre. Alors, peut-être pas à tous, parce que s'il y a un nombre important de questions, on n'arrivera peut-être pas à le faire dans les 15 minutes, mais dans tous les cas, on vous enverra le replay et on essaiera aussi de répondre à vos questions comme on avait fait lors de la première visio. Alors, pourquoi la réforme? Cette réforme, comme vous le savez, c'est une réforme qui s'inscrit dans un processus européen. Plusieurs pays y sont passés, alors dans certains cas parce que par force, hein, notamment l'Italie, notamment pour combattre la corruption, notamment au niveau de la TVA. Le dernier en date qui est passé, c'est la Belgique. Ils sont passés au 1er janvier 2026, donc c'est tout frais. Ils ont fait une réforme globale et ils ont passé tout le monde en même temps au niveau de la réforme. On verra que nous, je vous le dirai tout à l'heure, mais on verra que nous, ça va se faire en plusieurs étapes. Donc c'est une réforme qui a démarré, ça y est, c'est en route. C'est un petit peu long à se mettre en place, mais ça se met en place puisque on a des retours au niveau de la Belgique. Donc c'est une réforme européenne globalement qui s'applique et qui va être transcrite en France. En ce qui concerne la réforme, pourquoi cette réforme? Plusieurs raisons. La première, c'est bien sûr lutter contre la fraude fiscale et notamment en matière de TVA, puisqu'on sait que on a des phénomènes de décalage, on a des phénomènes de carrousel et de fraude à la TVA. Donc l'État veut lutter contre ça. On a également, bien sûr, dans le but de renforcer la compétitivité des entreprises pour alléger la charge administrative, hein, supprimer le papier, passer en dématérialisation. Et puis enfin, 2 autres points qui sont quand même importants et qui peuvent être considérés comme des avantages, c'est accroître la capacité de pilotage, hein, puisque du coup, on devrait avoir plus de données en temps réel, hein, et non une fois par mois ou par trimestre au moment de faire la déclaration de TVA.
Et le dernier point, c'est bien sûr aussi améliorer les délais de paiement, et notamment avec des donneurs d'ordre des fois importants qui mettent du temps à régler les entreprises en général. Donc voilà le pourquoi de la réforme. Alors comment ça va fonctionner cette réforme? Cette réforme, elle démarre au 1er septembre 2026 et on va dire, elle sera en pleine croissance et en plein mode de fonctionnement à partir de 2027, au 1er septembre 2027. Donc, la majeure partie des entreprises va passer à la facture électronique en 2 phases. Une première phase qui est la réception des factures, puisque là, toutes les entreprises sont concernées par la réception des factures au 1er septembre 2026. Donc, vous devrez être en capacité de recevoir des factures électroniques au 1er septembre 2026. Et la deuxième phase, 1er septembre 2027, où là, vous devrez être en capacité d'émettre des factures électroniques. Vous voyez que les grandes entreprises et les ETI, quand on parle d'ETI, vous le voyez, c'est 1,5 milliard de chiffre d'affaires et 5 000 personnes en termes de salariés. Donc, bon, c'est pas tout le monde. On va avoir là-dedans principalement beaucoup d'entreprises vont être concernées, EDF, Orange, voilà, des grosses boîtes. Donc, vous, en termes d'émissions, en grande partie, vous allez être concerné au 1er septembre 2027. Donc, voilà. Donc, il y a 2 phases, 1er septembre 2026 et la phase la plus importante, 1er septembre 2027. En ce qui concerne la facture électronique, qu'est-ce qu'une facture électronique? Je le dis tout de suite puisque je l'entends très régulièrement. Un PDF n'est pas une facture électronique. Lorsque vous envoyez une facture à votre client par mail en PDF, ce n'est pas une facture électronique. Une facture électronique, c'est un document numérique qui est émis et transmis de manière sécurisée. On le verra tout à l'heure, notamment par rapport à certains processus, et qui permet justement d'optimiser le processus administratif et d'assurer aussi une conformité fiscale. Assurer une conformité fiscale, puisque sur une facture, vous avez un certain nombre de mentions obligatoires et aujourd'hui, encore un grand nombre de factures partent sans toutes ces mentions obligatoires, à partir de 2027, lorsque vous allez émettre des factures, vous pourrez plus vous passer des mentions obligatoires. Si vous en avez oublié une, votre facture partira pas. Elle sera retoquée. En ce qui concerne la facture électronique, il y a des évolutions et ces évolutions sont au nombre de 3. Une facture électronique, ça peut être une facture tout simplement. Donc, on réceptionne une facture, c'est ce qu'on appelle le e-invoicing. Mais on a certains secteurs, et notamment le secteur du bâtiment, qui sera également concerné par les deux autres pans de la réforme, qui sont le e-reporting, divisé en e-reporting de transactions et e-reporting de paiement. Il faut savoir que cette réforme de la facture électronique est principalement une réforme de la TVA. Et donc, l'idée à terme, mais il y a encore du temps et de l'eau à couler sous les ponts, comme on dit, c'est que l'État fasse les déclarations de TVA. Bon, il y a encore un peu de temps avant que ça arrive. Donc, on va rentrer un peu dans le détail sur ce qu'est le invoicing et le e-reporting de transactions et de paiement après. Mais là, j'ai essayé de poser ce que c'était. On va en parler juste après. Alors, comment ça va fonctionner concrètement? Aujourd'hui, vous avez un fournisseur et vous avez un client. Votre facture, vous l'envoyez éventuellement par mail, ça part directement de votre fournisseur et ça arrive dans la boîte mail de votre client. Demain, entre votre logiciel de facturation et votre client, il va y avoir ce schéma qui va se mettre en place. Grosso modo, vous, en tant que fournisseur, vous allez émettre votre facture, vous allez la déposer sur ce qu'on appelle une plateforme agréée. C'est plus une PDP comme c'est noté dans le schéma, en plateforme de dématérialisation partenaire. L'État n'a pas encore mis à jour ces schémas, mais c'est le plus clair, donc c'est pour ça qu'on l'a noté. Donc, vous allez déposer sur une plateforme agréée votre facture.
Donc, plateforme agréée qui, idéalement, doit être en lien avec votre logiciel de facturation pour que ça se fasse le plus naturellement possible et le plus automatiquement possible. Puis, votre client, lui, il aura également une plateforme agréée. Et donc, du coup, vous allez, votre plateforme à vous va l'envoyer vers la plateforme du client. Et entre-temps, l'enverra également vers l'administration fiscale, puisque bien sûr, le but, c'est que l'administration fiscale récupère ces données en temps réel. Donc, voilà un peu le schéma. Alors, ce schéma-là, c'est le schéma général et qui concerne, entre guillemets, le e-invoicing, c'est-à-dire lorsque vous allez être entre professionnels. On va rentrer un peu plus dans le détail, mais lorsque vous êtes en professionnel, on est bien d'accord que lorsque vous allez facturer à un particulier, hein, vous faites une intervention chez un particulier, je prends un plombier qui change un chauffe-eau, par exemple, lui, son schéma, sa facture va aller déposer dans sa plateforme agréée, mais ne partira pas vers la plateforme agréée du particulier, puisqu'il n'est pas soumis à la réforme, le particulier. Donc, lui n'aura pas de plateforme agréée. Par contre, ça n'empêche qu'un certain nombre de données de votre facture, notamment les données de transaction et de paiement, partiront vers l'administration fiscale. On va rentrer plus en détail après. Alors, une nouvelle obligation apparaît avec la facture électronique. On se positionne dans un schéma où vous facturez à un client professionnel. C'est ce qu'on appelle le statut de la facture. D'accord? Vous allez envoyer en tant que fournisseur, vous allez envoyer votre facture à un client pro. Vous allez avoir le même schéma d'ailleurs lorsque votre fournisseur de matériaux va vous envoyer sa facture. Hein. Vous allez aller la déposer dans la plateforme, d'accord? Il va y avoir un certain nombre de contrôles dès ce moment-là, à partir du moment où vous allez le déposer dans la plateforme, et notamment ce que je disais tout à l'heure, on va contrôler déjà tout de suite si les mentions obligatoires sont là ou pas. Donc, si ce n'est pas le cas, votre facture sera rejetée, vous le saurez tout de suite. Deuxième, donc ça, c'est un des premiers statuts, c'est le statut de dépôt. Ensuite, la facture va aller sur la plateforme de votre client, et là, votre client va recevoir sa facture et devra valider ou pas la facture. Donc, vous aurez un nouveau statut qui sera soit la validation, soit le refus. Et enfin, le dernier statut, qui est tout en haut sur le schéma à droite, c'est le statut de paiement, c'est-à-dire le statut d'encaissement de la facture. Voilà. Il y aura certainement des statuts, facultatifs qui petit à petit vont peut-être arriver dans la réforme et puis vont peut-être devenir après obligatoires. Mais en tous les cas, aujourd'hui, en l'état actuel, les 3 statuts obligatoires, je viens de vous les donner, c'est l'encaissement, l'acceptation et le refus de la facture. Et donc, vous, c'est ce que je disais, vous êtes concerné par quoi? Eh bien, en fait, vous êtes concerné par tout en tant qu'artisan, commerçant du BTP, puisque vous êtes concerné par le e-invoicing. Donc, ça, c'est de la facture et de la transaction entre 2 assujettis à TVA. D'accord? Donc, typiquement, lorsque vous facturez une prestation qui n'est pas forcément une sous-traitance, mais qui est à une autre entreprise, hein, vous intervenez dans une entreprise, je prenais tout à l'heure l'exemple du plombier qui vient changer un chauffe-eau. Bon, il vient changer un chauffe-eau dans une entreprise. On est entre 2 professionnels. Et bien là, on va être dans le cadre du e-invoicing. Donc, du coup, on aura bien le schéma complet qu'on a vu juste avant qui s'appliquera. Ensuite, vous allez être également concerné par le e-reporting de transaction. C'est lorsque vous allez facturer un particulier. Le particulier, lui, n'est pas assujetti à TVA, donc il n'aura pas de plateforme agréée. Par contre, ça n'empêche que vous allez transmettre des données de votre transaction vers l'administration fiscale. Et enfin, le e-reporting de paiement, puisque en tant qu'artisan du bâtiment, en tout cas pour une grande partie d'entre vous, vous êtes sur ce qu'on appelle la TVA sur les encaissements. Et donc, du coup, il faut qu'on traite, vous payez votre TVA, qu'à partir du moment où votre client vous a payé. Et donc, du coup, là, on vient faire remonter des données de paiement. Voilà. Donc, voilà pour la partie fonctionnement. Bien sûr,
il y a des particularités. C'est ce qu'on appelle les cas d'usage. Et là, je vais laisser Samuel Basset prendre la main. Alors moi, je vais essayer de vous expliquer le fonctionnement, d'être plus concret vraiment par rapport à votre métier et comment ça va se passer en fait dans le futur. Pour commencer, on va quand même faire juste une petite définition sur les cas d'usage, parce que les cas d'usage, c'est un terme que vous allez quand même souvent entendre. Et en fait, pour faire simple, les cas d'usage, ça permet en fait de recenser tous les cas particuliers pour les facturations. Donc, dans votre cas, c'est quand vous faites des factures d'acompte, de la facturage, de la sous-traitance, la retenue de garantie, etc. Donc, la DGFiP, on a dénombré 44 cas d'usage. Évidemment, vous ne serez pas assujetti à tous ces 44 cas d'usage. Donc là, on va essayer de repasser dans le concret et se mettre à votre place. Et donc, on va commencer sur, Samuel en a parlé un petit peu par rapport à la facturation. Donc là, on se place sur une facture faite à un particulier. Donc, la facture à un particulier, donc un cas concret, donc vous êtes électricien et vous faites des travaux de 3 500 € chez monsieur et madame Dupont. Donc, c'est des personnes, c'est des particuliers, pas des entreprises. Donc là, finalement, même principe, vous aurez, avec votre logiciel de facturation, vous ferez votre facture et vous la donnerez ou vous l'enverrez par mail ou soit par papier. Donc ça, parce que la personne en face de vous, à qui vous faites la prestation, c'est une personne en particulier. On appelle ça le B2C. Donc eux, ils n'ont pas de plateforme. Donc eux, vous continuez à leur envoyer la facture normalement. La différence, et ce qui va se rajouter avec la réforme de la facturation électronique, c'est que votre logiciel de facturation va devoir finalement ne pas envoyer la facture en elle-même, mais elle va devoir en fait faire le e-reporting de transactions pour dire en fait tout ce que vous aurez perçu comme règlement par rapport à un client particulier. Donc là, par exemple, vous avez fait le règlement, vous avez reçu l'argent, les 3 500 € TTC de monsieur Dupont. On va devoir indiquer finalement que cette facture a été payée et directement via votre logiciel de facturation et la plateforme agréée. Évidemment, il faut que le logiciel de facturation soit connecté à une plateforme agréée, puisse envoyer l'information en disant que au cours du mois, vous avez reçu 3 500 € TTC qui se décompose en hors taxe, un montant hors taxe, un montant TVA et un montant TTC. Mais là, on n'envoie pas la facture, on envoie juste un montant global par taux de TVA. D'accord? Ventilation par taux. Donc, attention, donc si c'est un particulier qui vous donne son SIRET, parce que finalement, c'est plus la personne en particulier, c'est un professionnel. Là, finalement, on va passer sur le invoicing. Donc là, c'est une facturation de deux professionnels. D'accord? Donc ça, c'est le cas facture à un particulier. Donc, vous faites toujours la facture normalement. C'est juste que maintenant, vous allez devoir indiquer que la facture a été payée et vous indiquer le hors taxe, la TVA et le montant TTC perçu au global sur la période. Alors, facture mixte. Alors, c'est un cas d'usage qui va être assez, que vous allez voir assez souvent. Donc là, on se passe sur un carreleur. Entre un professionnel et un particulier, c'est le même principe, où finalement, il y a pour 1 200 € de matériaux et 800 € de main-d'œuvre. On avait l'habitude, ou vous aviez l'habitude, sur certaines facturations, ou de faire une facturation globale, prestations diverses et vous avez la totalité. Là, vous aurez l'obligation de détailler les ventes de biens et les ventes de services. Donc, ça veut dire que votre logiciel de facturation va devoir bien distinguer les ventes de biens et la catégorie service, donc la prestation de service, tout en distinguant, pareil, le taux de TVA, etc. D'accord? Et donc, ça, c'est le cas d'usage mixte. Et en fait, la facture, le point 3, donc la facture est transmise via votre PA. Donc, elle est reçue par le professionnel, comme disait Samuel. Le professionnel, finalement, il va l'accepter ou la refuser s'il y a un litige ou s'il y a un problème. Et voilà. Et quand votre client aura payé la facture, le professionnel, donc là, lorsque la facture est payée par votre client, vous devez mettre le statut encaissé
et ce statut va être envoyé directement à l'administration fiscale. Et ça, c'est le e-reporting de paiement. Donc, vous aurez deux choses vraiment où ça sera. Et la facture partira via la PA à l'autre PA en face de votre fournisseur. Et aussi, vous devrez indiquer que cette facture-là a été payée. Donc, ce qu'on a noté, donc une seule ligne travaux tout compris ne sera plus acceptable, c'est-à-dire qu'elle sera refusée. Toujours bien distingué par taux de TVA, donc on ne pourra pas faire un taux global ou quoi que ce soit, bien distingué. Et donc ça, c'est le cas finalement qui sera le plus impactant pour votre activité d'artisan. Donc là, petite précision, Sam, du coup, sur le premier cas, on était vraiment avec un particulier, donc vous étiez concerné par le e-reporting de transactions et de paiement. Ici, vous êtes concerné par le e-invoicing et le e-reporting de paiement. Voilà. On a pris un exemple avec un professionnel, donc on est sur une TVA à 20%. Mais vous pourrez tout à fait être dans le cas avec une TVA à taux réduit, puisque là, on est parti sur un local pro, on aurait pu être sur un local à usage d'habitation avec une TVA à taux réduit qui aurait pu être acceptable. En tout cas, ça, comme le disait Sam, c'est un cas très impactant puisque un certain nombre d'artisans avaient l'habitude de faire une ligne fourniture et pose. Voilà, pour le voir assez fréquemment chez nos clients. Donc là, il faudra bien distinguer lorsque vous êtes sur, par exemple, un remplacement de fenêtre ou d'ouverture en tant que menuisier, bien distinguer et la pose et la fourniture de matériel. Et par rapport à ça, par rapport aux factures faites à un professionnel, quand il y aura toujours des mentions qui seront obligatoires, les mentions obligatoires des factures seront bloquantes. Par exemple, quand vous êtes un professionnel, vous serez obligé d'indiquer le numéro intracommunautaire, TVA intracommunautaire, et aussi de mettre la date de livraison où est-ce que vous avez finalement effectué les travaux, où vous avez livré le matériel. Donc, il y aura des mentions obligatoires là, qui seront vraiment obligatoires et bloquantes. Et on vous enverra un mémo avec toutes les mentions obligatoires, que ce soit d'ordre général et d'ordre vraiment sectoriel. Après, on part sur un cas de facture d'acompte. Donc, chose aussi que vous voyez souvent, mais qui est finalement un peu plus simple. Donc, vous signez un devis de 20 000 € hors taxe avec une demande d'acompte donc de 30%. Donc, votre logiciel va générer une facture avec le type acompte, c'est-à-dire vraiment que ça sera considéré comme un acompte sur la facture qui sera définitive à la fin. Donc, cette facture-là, finalement, elle va être transmise via votre PA. Donc, la cliente reçoit, la valide et la paie. Et vous, comme je vous disais, quand vous allez recevoir le règlement, vous, en tant qu'artisan, vous allez devoir indiquer que le statut est encaissé. Donc, ça veut dire que là, si je me place entre deux professionnels, finalement, vous faites la facture via votre logiciel de facturation. Donc, le logiciel de facturation, comme je vous disais, il faut qu'il soit connecté à la plateforme agréée, partira finalement sur la plateforme agréée de votre fournisseur. Et finalement, vous aurez, quand elle sera payée, vous devrez indiquer le statut encaissé pour qu'en fait, le flux de la facture et le flux, on va dire, de l'encaissement soient transmis aux impôts. Et dernier point, donc la facture de solde finale. Donc, c'est bien une facture de solde finale qui reprend finalement tous les acomptes que vous aurez déjà établis à votre client. Donc, juste un rappel, donc la TVA est due dès l'encaissement de l'acompte. On sera obligé d'émettre une facture d'acompte dès que vous recevez un acompte. Si là, le client annule après un versement, même principe, en fait, on sera obligé, évidemment, de faire une facture, enfin, un avoir sur la facture, avec les références, etc. La facture d'acompte, d'ailleurs, est déjà obligatoire. Hein. Il y en a encore certains qui ne le font pas, mais c'est au niveau législatif, c'est obligatoire déjà. Donc, là, pour la situation de travaux, c'est un peu le même principe que pour les acomptes. Mais là, on parle
finalement, avec l'histoire de situation, avec les pourcentages. Même principe que les acomptes, ça veut dire que je fais une facture de situation où j'indique le numéro de situation, l'avancement par rapport finalement au chantier global et finalement qui reprend le récapitulatif, le montant cumulatif depuis le début à chaque fois. Et donc la situation 2 fait référence à la situation 1 pour vraiment en fait suivre l'étape de votre chantier global. Donc ça sera vraiment important, c'est que votre logiciel, si vous êtes dans des cas de situation de travaux que vous faites, vous aurez faire un petit focus sur voir votre logiciel de facturation. Il permet de faire le devis, les situations, les soldes, tout ça connecté à NPA, mais évidemment, on vous accompagnera sur ce sujet. Autoliquidation, encore un cas d'usage parti, enfin, que vous voyez souvent. Donc, vous intervenez sur le chantier d'un promoteur mandaté par une entreprise. Donc, la facture, faut bien, la mention sera vraiment importante. Donc, la mention de 8 000 € avec la mention d'autoliquidation, ça sera un champ qui sera finalement obligatoire pour que l'information à la DGFiP, ça soit connu, qu'il n'y ait pas de TVA que vous allez devoir reverser dessus. Bien penser à ça, parce que sinon, ça peut être un risque de litige avec la DGFiP. Donc, la facture, après, elle est transmise via votre PA, finalement, au promoteur. Le promoteur reçoit la facture, il l'accepte, il la paye. Et après, ça sera à lui, de son côté, de faire l'autoliquidation sur la TVA. Mais vous ne collectez rien du tout. Ça. Donc, ce que j'ai mis vers la fin, sous-traitance sans mention autoliquidation, risque de redressement de TVA pour le donneur d'ordre. Donc là, on a regardé, on va dire, les 4-5 cas d'usage que vous allez voir le plus souvent sur votre secteur. Là, on a récapitulé finalement tous les cas d'usage qui seront vraiment, où vous serez vraiment, ou plus ou moins, on va dire, où vous les aurez ou pas. Par exemple, on ne l'a pas noté, mais la facture, vous faites une facture à une mairie ou un service public, ça sera la facturation via Chorus Pro. Pareil, toujours le même principe, votre logiciel de facturation qui puisse envoyer les informations sur le Chorus Pro. Donc voilà. Donc là, en fait, on récapitule tous les cas d'usage que vous pouvez rencontrer sur vos secteurs du bâtiment et aussi qui arriveront pour tous nos clients, c'est comme par exemple des notes de frais de salariés ou des choses comme ça. Sur la partie Chorus Pro, en fait, la plateforme agréée de l'administration fiscale, enfin de l'administration, pardon, pas l'administration fiscale que l'administration fiscale, mais dès lors que vous travaillez avec des collectivités, en fait, leur plateforme agréée, ce sera Chorus Pro. Voilà. Donc, pour certains, vous connaissez déjà, mais vous n'aurez plus besoin forcément d'aller déposer les factures sur Chorus, puisque vous la déposerez sur votre plateforme et votre plateforme sera interconnectée, enfin, elle communiquera et elle enverra directement sur la plateforme Chorus Pro de l'administration. Voilà. Donc là, on a essayé quand même de résumer et on est parti sur les cas d'usage qui, selon nous, étaient les plus importants dans le bâtiment. Il y en a d'autres qu'on n'a pas répertoriées. On essaiera de répondre à vos questions tout à l'heure, mais il y en a encore d'autres voilà, qu'on n'a pas vu. On n'a pas parlé des retenues de garantie, par exemple, ou des comptes pro rata, mais qui sont aussi identifiés par l'administration fiscale en tant que cas d'usage. Et avant de te redonner la main, Sam, c'est pour ça, c'est toute l'importance de cette réforme, c'est bien de se préparer. C'est vraiment en amont de cette réforme entre votre logiciel de facturation, votre PA et tout votre fonctionnement interne pour savoir comment ça va se passer, pour que ça se passe finalement au mieux quand on arrivera en septembre 2026 et en septembre 2027. Je te laisse reprendre la main. Alors, comment ça va se mettre en place chez vous et comment, entre guillemets, on a imaginé vous accompagner.
Vous avez déjà dû peut-être recevoir, vous allez recevoir d'ici la fin de semaine un mail de votre associé en charge de votre dossier concernant une proposition de diagnostic et également de mise à jour du RNE. Alors, je vais commencer par le RNE. Le RNE, c'est quoi? C'est le répertoire national des entreprises. Aujourd'hui, c'est là où on répertorie toutes les entreprises, d'accord? Il faut savoir que si votre RNE n'est pas à jour, l'annuaire des entreprises qui va être mis en place, enfin qui existe déjà d'ailleurs, qui est déjà mis en place, sur lequel votre entreprise va être identifiée. Parce que pour que les plateformes agréées fonctionnent entre elles, il faut bien sûr caser une base pour être sûr que lorsque vous envoyez une facture, ce soit bien vous qui l'envoyez. Je la fais un peu courte, mais c'est un peu comme ça. Donc, en gros, il y a un annuaire des entreprises qui a été mis en place sur lequel votre entreprise va être répertoriée avec quelle plateforme vous utilisez. Cet annuaire va venir interroger également le RNE pour être sûr que c'est bien vous qui vous êtes inscrit. Donc, si votre RNE n'est pas à jour, bien sûr, vous pourrez, alors vous serez inscrit certainement quand même dans l'annuaire, mais les données ne seront pas à jour. Donc, finalement, il y aura certainement un point de blocage lorsque vous allez transmettre une facture. Donc, dans le mail que vous avez reçu ou que vous allez recevoir, nous, si on s'occupe du juridique et qu'on fonctionne, on va déjà faire une vérification pour voir si vous êtes à jour. Si ce n'est pas le cas, on risque de revenir vers vous pour vous dire pourquoi c'est pas à jour et quels sont les points qui sont pas à jour pour qu'on puisse le faire en amont, puisque déjà au 1er septembre 2026, pour la réception, ça peut poser des problèmes. Donc la mise à jour du RNE, c'est un point très important. On s'est aussi rendu compte que malheureusement, des fois, Procédure INPI, donc l'organisme qui gère ça, faisait des mises à jour du RNE sans qu'on ait rien instauré ou on n'ait rien initié. Et finalement, on se retrouve avec une base qui est plus à jour alors que ça vient d'une mise à jour interne de leur service. Donc, c'est pour ça que ça peut potentiellement vous arriver. Ensuite, en termes d'accompagnement, ce qu'on vous propose, puisque aujourd'hui on pense que c'est une étape indispensable, c'est d'établir un diagnostic avec vous, puisque on vous connaît bien, mais il y a dans un certain nombre d'entreprises des pratiques que au quotidien on ne connaît pas. On ne sait pas vraiment comment vous fonctionnez tous les jours. Et donc, du coup, ça permettrait de faire ce diagnostic. Ce diagnostic, il a plusieurs vocations. Hein. C'est cartographier vos flux, savoir exactement le type de facture que vous recevez, le volume de facture que vous recevez, avec qui vous avez de l'activité, quels sont vos fournisseurs, vos clients, comment vous procédez au quotidien. Donc ça, c'est la cartographie des flux. Ensuite, c'est analyser aussi vos process. Et enfin, identifier vos cas d'usage. Hein. Là, on en a identifié un certain nombre, mais dans chaque entreprise du BTP et dans chaque entreprise en général, on peut avoir des spécificités particulières et des gens qui utilisent ou qui n'utilisent pas certains cas d'usage. Donc, l'idée de ce diagnostic, c'est déjà d'établir donc justement toute cette cartographie et d'identifier vos cas d'usage pour qu'après, derrière, on puisse vous accompagner, notamment, et vous donner des pistes sur les évolutions et l'adaptation de votre système d'information. Puisque aujourd'hui, vous avez peut-être des pratiques et vous utilisez peut-être des logiciels qui, demain, ne correspondront plus à vos usages. Donc, du coup, l'idée, c'est quand même de vérifier que ce que vous faites, c'est conforme, et de éventuellement procéder à des ajustements, être sûr aussi que le logiciel que vous utilisez est bon, et aussi il y a quand même quelque part une notion de coût, parce que bien sûr, malheureusement, cette réforme, elle ne sera pas gratuite, et donc du coup, c'est de vous accompagner pour essayer de trouver la meilleure solution, la moins onéreuse possible, bien sûr,
et puis vous ne soyez pas embêté quand vous allez pouvoir, quand vous allez vouloir aussi facturer vos clients et quand vous allez recevoir des factures. Il y a une donnée là-dedans qu'on a mis également, c'est aussi fiabiliser ce qu'on appelle les données tierces, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez un système d'information, vous avez un outil de facturation ou un ERP selon votre taille d'entreprise. Et donc, du coup, il y a un certain nombre de données qu'il va falloir fiabiliser. C'est-à-dire, vous avez peut-être rentré un client lambda avec lequel vous n'avez pas travaillé depuis 3 ans. Le jour où vous allez vouloir retravailler avec lui, ben, potentiellement, il aura déménagé, son numéro de sirène aura changé, l'adresse sera plus bonne. Ben voilà. Donc, il y aura un certain nombre de données qu'il faudra mettre à jour et vérifier. C'est pour ça qu'on a parlé de fiabilisation de données. Et puis enfin aussi, c'est être sûr que votre logiciel de facturation que vous utilisez ou celui potentiellement que vous allez prendre est bien interconnecté avec l'APA que vous aurez choisi ou l'APA qui est en lien et qu'elle transfère bien les informations comme il faut. Donc, l'idée de ce diagnostic, voilà, c'est que ensemble, et que nous, on vous accompagne là-dedans, on puisse vous aider à passer cette réforme, on va dire, de la manière la plus douce possible, en vous accompagnant dans chaque étape, à savoir choisir la bonne plateforme agréée, donc bien s'immatriculer, prendre en compte toutes vos caractéristiques techniques, et puis essayer de trouver le modèle tarifaire le plus adapté pour pas que vous tombiez dans des tarifs un peu exorbitants. Hein. On voit des tarifs qui sont un peu élevés quand même. Hein. On a vu des coûts de plateforme agréée à 2,50 € la facture. On a vu des devis de RP à 1 000 € par mois. Donc c'est pour ça que on veut aussi vous aider quand même à passer ce cap. Il y a un point quand même important là dans cette slide qu'on n'a pas trop évoqué pour le moment, qui fait partie d'ailleurs intégrante de la réforme de la facture électronique, c'est l'archivage. L'archivage à valeur probante. Il faut absolument. Donc ça, c'est dans les prérogatives. Hein, la plateforme devra vous le proposer. Cet archivage. Et justement, le fait de choisir la bonne plateforme, ça vous permettra aussi d'aller plus facilement chercher des informations si vous avez besoin, puisque tout sera archivé électroniquement. Et juste en complément par rapport à tout ça, depuis alors la réforme de la facturation électronique devait arriver en 2024, a été repoussée. Donc, ça fait un petit moment qu'on fait de la veille sur les outils, que ce soit la plateforme agréée ou des outils de facturation à destination des artisans. Donc, on est à même de vous conseiller sur des outils qui seront adaptés à vos besoins et vraiment à vos besoins, et pas prendre des logiciels qui seront démesurés par rapport à ce que vous avez ou qui n'auront pas d'intérêt. Voilà. C'est ça. Et en fait, c'est vraiment aussi pour ça qu'on vous propose ce diagnostic. C'est vraiment pour que vous puissiez être accompagné dans le choix et que vous ne fassiez pas confiance, par exemple, à une banque qui va vous proposer une plateforme agréée, mais qui ne va pas prendre en ligne de compte, finalement, votre système d'information. Donc, comment on va vous accompagner? Donc, j'en parlais déjà. Donc, il y a bien sûr la réalisation de ce qu'on a appelé les audits et diagnostics. Hein. Donc là, vous avez déjà reçu un mail avec notamment notre proposition tarifaire. Cette proposition tarifaire, elle se fait avec une grille tarifaire liée au chiffre d'affaires de l'entreprise. Voilà. Puisqu'il y a un peu de temps à passer par le collaborateur pour déjà faire un pré-diagnostic, puis ensuite passer un peu de temps avec vous pour être sûr que ce qu'on a pu indiquer fonctionnait. C'est aussi l'idée de vous accompagner dans le choix de la plateforme agréée. Et enfin, également aussi éventuellement faire évoluer vos processus de ce côté-là. Et puis, on a rajouté aussi quelque chose qui existe déjà chez Reka et qu'on propose, mais qui est utilisé par
et qui est quand même utilisé par certaines entreprises. C'est ce qu'on appelle l'assistance administrative, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un certain nombre de clients. Moi, j'en ai quelques-uns, 2 ou 3 comme ça, peut-être même plus d'ailleurs, mais j'en ai quelques-uns qui finalement font un choix différent, c'est-à-dire vous dites finalement moi j'ai pas trop envie de changer mes habitudes. Je faisais ma facture, je préparais ma facture sur un bout de papier et je la faisais sur Excel. Je vous donnerai l'Excel, c'est vous qui vous chargerez de faire les factures. Je me décharge complètement de la fonctionnalité administrative et finalement nous on sera encore plus présents puisque c'est nous qui ferons les factures, c'est nous qui enverrons aux clients, c'est nous qui relancerons éventuellement les clients. Pour toute cette partie-là et on gérera toute la partie plateforme agréée de ce côté-là. Donc voilà comment on pense vous accompagner. Et puis surtout, nous, ce qu'on identifie, c'est que pour finir quand même sur cette réforme, c'est qu'il ne faut pas le voir forcément comme une contrainte, mais plutôt comme une opportunité, puisque vous allez accélérer votre digitalisation, de moins en moins de papier, etc. Vous allez vous sécuriser vos données et l'archivage, bien sûr. Et tout ça va faire que normalement, ça va vous libérer du temps pour faire ce qui est le plus important, votre cœur de métier. Voilà. Donc, il est exactement pour moi 18h45. On avait prévu 45 minutes d'intervention. On a peut-être été un peu rapide sur les cas d'usage. Alors, je vais prendre quelques questions qui ont été posées dans le chat. Alors, je vais commencer par la première question. Comment le particulier reçoit sa facture in fine lorsque vous êtes justement dans le cas de l'artisan? Si tu peux te remettre dessus, Sam, sur la slide. C'est top. La slide, la première. Cas d'usage. Tac, là, voilà. Donc, le particulier. Donc, on en a parlé, d'ailleurs, je crois que Sam, tu l'as dit à l'oral. Le particulier va continuer à recevoir sa facture PDF. Vous allez continuer à lui envoyer par mail. Donc, dans le schéma de fonctionnement, vous allez quand même la déposer sur le PA, sur la plateforme agréée, pardon. Et la plateforme agréée ne l'enverra pas au particulier puisqu'il n'est pas soumis, mais l'enverra à l'administration fiscale. Donc, il y aura juste ce tuyau-là qui va être alimenté. Et parallèlement, de votre logiciel de facturation, ça partira par mail ou vous pourrez l'imprimer et l'envoyer en papier. Il y aura que le flux en fait quand ça sera réglé. C'est pour ça qu'on appelle ça le e-reporting. Voilà. Exactement. Est-ce que l'obligation de détailler main-d'œuvre et matériaux est valable pour l'envoi à un particulier? Tu veux répondre, Sam, là-dessus ou je réponds? Oui, là, même principe. En fait, ça sera la distinction entre la catégorie bien et la catégorie service. Ça sera vrai pour que ça soit à un professionnel ou à un particulier. Donc, les cas d'usage, là, ça sera identique pro comme particulier. Si vous aviez habitude de faire un fourniture et pose, il va falloir arrêter cette habitude. Ou en tout cas, diviser votre prestation entre la pose et la fourniture. Voilà. Et bien sûr, faire attention quand vous êtes sur des taux de TVA différents, mais ça, normalement, vous le faites déjà plutôt bien. On n'a pas parlé d'ailleurs, on en a parlé rapidement, mais vous saviez, vous aviez une obligation de faire la fameuse attestation lorsque vous étiez dans l'utilisation des TVA auto réduits. Cette attestation désormais n'est plus obligatoire à faire signer à votre client. Par contre, vous devez indiquer absolument une mention sur le devis et ou la facture. Voilà. Pour ça n'existe plus normalement depuis à peu près un an, février 2025. Et c'est vrai que c'est quelque chose. Alors, on avait dû faire une com à l'époque, et c'est quelque chose qui est arrivé comme ça, sans trop qu'on nous avertisse au début. Mais on a fait une com sur ce sujet, donc vous n'avez plus besoin de faire des attestations. Alors, qu'avons-nous comme autre question? Pourquoi dissocier les biens et les services si même taux de TVA, quel usage en fait l'administration? L'administration en fait un usage, je pense, statistique dans un premier temps.
Elle en a besoin, je pense, de ce côté-là. Et puis, de toute façon aussi, alors, est-ce que à terme, ils ont une idée derrière la tête, mais vous savez qu'aujourd'hui, alors c'est moi qui comment dire, parle là-dessus, je ne sais pas si ce sera le cas, mais aujourd'hui, vous êtes soumis à la TVA sur les encaissements, quel que soit ce que vous envoyez sur votre facture. Hein. Si vous faites, si sur votre facture, il y a de la prestation, c'est TVA sur les encaissements. Peut-être que demain, l'administration dira sur la partie matériaux, c'est TVA sur les débits et sur la prestation, c'est TVA sur les encaissements. Peut-être que ça viendra. Mais bon, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. C'est peut-être ça qu'ils ont derrière la tête. Mais en tout cas, c'est principalement statistique. Alors, est-ce que Erika va vérifier le RNE cycliquement pour être sûr qu'il soit à jour pour ses clients? Alors, aujourd'hui, les clients qui utilisent nos services, notamment juridiques, donc c'est les clients en société principalement, hein, pour ces clients-là, on a une vérification finalement du RNE à chaque fois qu'on envoie vos comptes au greffe et qu'on dépose les comptes sur procédure NP, puisque si à ce moment-là, il y a quelque chose qui n'est pas à jour, on est averti. Donc, il y a déjà ça qui se fait cycliquement. Par contre, il y a tous nos clients qui sont des clients particuliers pour lesquels on ne fait pas nécessairement des vérifications cycliques. C'est pour ça que, justement, on a lancé cette vérification RNE parce que ces clients-là ne le sont pas. Et puis, on va dire que dans le, dans le fonctionnement, une fois que la réforme va être mise en route, si vous n'êtes pas en jour de RNE, ça va bloquer et donc du coup, on va le savoir assez vite. En fait, on s'est rendu compte sur certains clients, parce qu'on ne peut pas vérifier tous les mois tous nos clients sur des modifications entre ce qui est vrai et pas vrai, c'est qu'en fait, depuis le guichet unique, alors je ne suis pas juriste ou quoi que ce soit, mais depuis la mise en place du guichet unique, si je ne me trompe pas, en janvier 2025, leur process a été totalement différent. Et donc, il y a des informations en fait qui pour nous sont justes, mais finalement ne remontent différemment sur finalement le RN. Donc, on s'était rendu compte qu'il y avait un établissement qui était fermé alors qu'il n'aurait pas dû être fermé, des choses particulières. C'est pour ça que le diagnostic et cette vérification de RNE, c'est vraiment pour se conforter sur la réforme de la facturation électronique et que finalement, quand on arrivera en septembre 2026, que les factures que vous allez recevoir de vos premiers fournisseurs type énergie, téléphonie, mais ça sera aussi pour vous en tant qu'artisan des Leroy Merlin qui risque d'être au-dessus des seuils. Le roi Merlin pour un peu des choses comme ça qui risquent d'être au-dessus des seuils. Bah, finalement, votre facture, que vous recevez bien votre facture sur votre PA. Répond à 5. Alors, 5 questions. Avez-vous des listes de plateformes agréées? Alors, les plateformes agréées, là, juste pour vous donner un ordre d'idée, il y a à peu près 100, 120 plateformes agréées. Donc, ça veut dire qu'il y en a énormément. Évidemment, nous, on fait la veille sur des plateformes par rapport aux besoins de nos clients, donc des TPE. Donc, il y a beaucoup de plateformes qui ne sont pas du tout adaptées pour vous en tant qu'artisan et pour nous en tant que cabinet comptable. Donc, en fait, on a fait de la veille, on en a déjà sélectionné 4-5 qui couvrent l'intégralité des besoins de nos clients. Et en plus des plateformes agréées, comme je vous disais, on fait de la veille sur les outils de facturation que vous aurez avoir besoin dans le futur pour que vous soyez conforme pour septembre 2027. Au niveau des plateformes agréées, ce qu'il faut savoir et ce qui peut se profiler aussi, c'est que vous puissiez avoir plusieurs plateformes agréées. Typiquement, vous pouvez avoir une plateforme agréée pour la réception des factures et une plateforme agréée pour l'émission des factures. Voilà. Donc, vous pouvez en avoir deux, mais vous pouvez en avoir aussi beaucoup plus. Vous pouvez avoir aussi des plateformes qui sont par
comment dire, fonctionnalité au sein de l'entreprise. Typiquement, si vous êtes une entreprise, alors dans le bâtiment pas trop concerné, mais si vous êtes une entreprise où vous vendez des matériaux de construction et vous avez pas mal de commerciaux, vous pourrez peut-être avoir une plateforme agréée spécifique pour la gestion des notes de frais. Il y a des plateformes agréées qui existent aussi là-dessus. Donc c'est pour ça qu'on préconise les audits, puisque l'idée c'est aussi de vous orienter et de vous dire voilà aujourd'hui comment vous fonctionnez. Donc si vous devez choisir une plateforme agréée, faites attention à ça, 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 ça. Voilà. Donc les plateformes, oui, c'est un peu la jungle quand même. Il y en a plus d'une centaine. Donc c'est pour ça qu'on est là aussi pour vous aider, vous accompagner. Sixième question, je pose la question, tu répondras. Je suis architecte et vise les situations d'entreprise avec des indexations, revenus de garantie et prorata. Cela me paraît d'une complexité rare. Chorus est déjà obscur, j'ai bien peur que les artisans s'y perdent. Ah oui, bah oui. Alors, ça me fait rire parce que je ne sais pas si c'est un de mes clients, parce que j'ai un client architecte que j'ai eu tout à l'heure au téléphone, qui est aussi d'ailleurs, comment dire, intervenant auprès des jeunes architectes puisqu'il fait de la formation. Et justement, on avait cet échange-là. Et c'est vrai que les architectes vont être en première ligne, notamment puisque eux, ils ont les deux côtés, quoi. Ils sont l'intermédiaire entre comment dire, le donneur d'ordre et puis les artisans. On a des clients, nous, sur La Rochelle, qui sont contractants, comment on dit, contractants général, je crois. Enfin, c'est pas tout à fait architecte. Hein. Ils cherchent des entreprises pour d'autres clients, mais du coup, oui, ça va être, ça risque d'être un peu compliqué et malheureusement, votre profession risque d'être un peu là pour faire un peu de pédagogie auprès des artisans. Et pour ajouter, il y a alors, tout ce que vous avez annoncé, revenu de garantie prorata, c'est des cas d'usage qu'on ne vous a pas montré, mais c'est un cas d'usage particulier qu'on pourra évidemment vous montrer, vous expliquer dans le futur. Septième question, quid des auto-entrepreneurs? Alors, les auto-entrepreneurs, même principe qu'un artisan qui est en société. En septembre 2026, il aura l'obligation d'avoir une plateforme agréée pour qu'il puisse recevoir ses factures de ses fournisseurs. Et en septembre 2027, il aura l'obligation, comme tous les artisans, TVA, pas TVA, SARL, EURL ou quoi que ce soit, en septembre 2027, d'émettre ses factures via un logiciel, on va dire, certifié et qui passera via une PA. Même s'il a que des clients particuliers ou que sais-je, mais ça sera l'obligation reste la même pour les auto-entrepreneurs. Ouais, parce que l'auto-entrepreneur, il ne facture pas de TVA puisqu'il ne dépasse pas certains seuils de facture de chiffre d'affaires, mais il reste quand même soumis à la réforme. Alors, il y a un certain nombre d'auto-entrepreneurs justement qui vont être soumis à la réforme et donc c'est vrai que nous, on n'est pas trop sollicités pour le moment parce que les auto-entrepreneurs, la plupart du temps, sont sous les radars, entre guillemets, des experts comptables. En fait, ils ne sollicitent pas les experts comptables. Hein, ils n'en ont pas besoin. Ils ont juste à déclarer leur chiffre d'affaires tous les mois, tous les trimestres, selon ce qu'ils ont décidé. Et donc, du coup, ils nous sollicitent très peu. Mais possiblement qu'avec la réforme, ça pourra venir. Mais dans tous les cas, les auto-entrepreneurs, on pourra les accompagner clients ou non, même des non-clients, on pourra les accompagner sur la solution de bon outil de facturation et de SAPA. Alors, il y a une 8e question. Pourrons-nous nous-mêmes vérifier notre RNE? Oui, vous pourrez vérifier vous-même votre RNE, il n'y a aucun problème.
D'ailleurs, je crois de mémoire qu'il y a une communication qui est prévue. Alors, c'est vrai qu'en ce moment, on fait pas mal de com. Souvent en début d'année, d'ailleurs, on a pas mal de com entre vous êtes invité aux galettes en janvier. Ensuite, on a démarré sur les webinaires facture électronique. On a eu le webinaire aussi loi de finances qui est arrivé un peu tard parce que la loi de finances a été votée tard. Et donc là, on a prévu une communication sur la partie RNE et dedans, justement, on vous explique que vous pouvez faire la vérification vous-même et comment. Donc, vous inquiétez pas, vous allez être alerté là-dessus. Alors, on continue. Donc, que fait-on de nos tickets de restauration essence? Alors, les tickets de restauration d'essence, quoi que ce soit. Donc là, pour l'instant, il n'y a pas de, on va dire, pour faire simple. Alors, pour l'instant, on a beaucoup de clients qui utilisent déjà un outil finalement qui s'appelle Dex pour déposer ses factures en ligne avec une application mobile pour prendre en photo. Donc là, en fait, on restera sur le principe de je prends le ticket en photo de restauration essence, c'est-à-dire je reçois un ticket où je prends en photo, ça arrive sur ma plateforme. Ou sinon, si vous avez finalement, vous demandez une facture finalement à votre restaurateur ou quoi que ce soit, il pourra faire la facture et la facture, normalement, votre restaurateur pourra l'envoyer directement sur votre PA. Il y avait, alors je vois, il y avait une question on avait une question numéro 11, mais je vais répondre d'abord à une question numéro 12 qui est-il obligatoire d'avoir un logiciel de facturation? Oui, c'est obligatoire, mais encore un certain nombre de nos clients continuent à faire des factures Excel, Word et j'en passe. Il y a aussi des logiciels de facturation gratuits qui ne sont pas conformes à la réglementation AFNOR et donc c'est obligatoire d'avoir un logiciel de facturation aujourd'hui comme d'avoir un logiciel de caisse. Une question, quel est l'intérêt d'avoir plusieurs plateformes? Ça multiplie les coûts en plus? Non. Alors, ça multiplie les coûts, je commence par la deuxième question, mais quel est l'intérêt d'avoir plusieurs plateformes? C'est que les plateformes agréées ont l'obligation de pouvoir s'interconnecter entre elles et de pouvoir communiquer entre elles. D'accord? Donc, il y a une centaine de plateformes agréées. Il faut que toutes les plateformes communiquent entre elles. Par contre, les plateformes n'ont pas d'obligation de communiquer avec tous les logiciels de facturation. C'est-à-dire que vous allez peut-être avoir un outil qui fera logiciel de facturation plateforme, ce sera tout intégré, mais beaucoup vont avoir, beaucoup de logiciels de facturation n'ont pas développé de plateforme intégrée parce que ça coûte cher à développer. Et donc, du coup, se sont plutôt associés à certaines plateformes. Et donc, elles ne communiquent pas, ce qu'on appelle les solutions compatibles, c'est-à-dire le logiciel de facturation, ne communiquent pas avec toutes les plateformes agréées. Donc, potentiellement, si vous ne souhaitez pas changer de logiciel de facturation, si vous en avez un, et que celui-ci préconise une plateforme agréée, eh bien, peut-être que cette plateforme agréée-là gérera très mal les réceptions de factures. Et donc, du coup, il faudra peut-être plutôt avoir deux plateformes agréées. C'est pour ça qu'on parle de fonctionnement à deux plateformes agréées. Alors, sur les coûts de plateforme, en effet, c'est pour ça qu'on veut aussi vous accompagner. Je réinsiste là-dessus, mais on benchmark beaucoup là-dessus pour récupérer les coûts, comment ils facturent, etc. Donc, il y a des coûts qui vont être des forfaits avec des volumes de facturation. Il y a aussi des gens il y a des plateformes qui vont facturer à la facture. Et bien sûr, on voit des coûts quand même qui peuvent être des fois assez prohibitifs. Voilà, on a encore pas mal. Non, on arrive au bout des questions, donc on va peut-être prendre le temps d'y répondre. Les notes de frais des dirigeants et salariés devront obligatoirement être répertoriées par une plateforme agréée. Je n'ai pas compris ce point. Tu as géré, Sam, tu as parlé avant. Alors, je ne sais pas si ça s'est entrecoupé ou avec ce que je vous disais, c'est que il y aura deux types de notes de frais, c'est-à-dire je vais au restaurant, je ressors avec mon ticket. Ce ticket, je vais le prendre en photo pour le déposer directement à votre comptable pour qu'il puisse lui le traiter dans sa compta. Ou sinon, ça sera finalement le restaurateur, vous lui demandez une facture et finalement, votre restaurateur va faire une facture. Il va vous demander évidemment vos numéros SIREN, etc. Et automatiquement, quand le restaurateur
enverra la facture, il l'enverra directement sur votre PA. Donc, finalement, elle arrivera sur votre PA. Et en fait, le but, c'est que toutes les factures, tous les justificatifs, on parle de la réforme de la facturation électronique. Il y a une grosse partie qui sera évidemment électronique, les factures finalement des accès clients que vous avez un peu à gauche, à droite, ou des factures que vous recevez par mail, finalement, elles arriveront directement dans votre PA. Donc, quand on parle de gain de temps administratif, ça sera finalement, on va regroupera toutes les factures d'achat. Et après, il restera toujours les petits tickets, carburant et carburant, restauration, etc., qui sont différents. Où là, on va le traiter, on va dire, un peu manuellement, puisque pas tout sera électronique. Après, il n'y a pas encore toutes les informations par rapport à ces petits tickets, puisqu'on va dire, au Portugal, ils le gèrent différemment avec, on va dire, un QR code. Ça se fait dans d'autres pays, etc. Donc, c'est des choses qui risquent d'évoluer au cours du temps pour nous simplifier, vous simplifier la vie sur la gestion administrative. Ouais, je complète d'ailleurs avec une autre question qui a été posée. Mon mari, artisan électricien, fait beaucoup de déplacements et utilise souvent Booking pour réserver le logement. Comment ça va se passer? En fait, tous ces sites un peu en ligne vont très certainement, enfin le font déjà d'ailleurs, hein, pour certains, je ne sais pas si Booking c'est le cas, mais Amazon par exemple le fait. C'est-à-dire que vous serez obligé d'avoir des comptes pro sur ces sites. Et en fait, du coup, ils vous isoleront entre ce qui est un particulier et ce qui est un pro. Et donc, du coup, si vous êtes un pro, ben, vous recevrez une facture, vous l'aurez directement dessus, ou vous interconnecterez votre compte pro Booking directement avec votre plateforme agréée ou votre logiciel qui récupérera les informations. Voilà comment ça risque de se passer. Amazon, par exemple, c'est déjà le cas avec Amazon et Amazon Pro. Vous avez deux types de comptes différents. Et on va répondre à cette dernière question et après on vous quittera. Comment vérifier que notre logiciel de facturation est conforme à FNOR? Normalement, dans votre logiciel de facturation, vous pouvez aller chercher le certificat de conformité. Vous avez une zone où vous devez pouvoir l'avoir. Si ce n'est pas le cas, interrogez votre éditeur de logiciel et s'il ne peut pas vous le fournir, c'est que votre logiciel n'est pas conforme. Voilà. Donc, il y a de grandes chances que si votre logiciel n'est pas conforme, ça va bugger à un moment donné au niveau de la plateforme, au niveau, comment dire, de la réforme. Ou alors, il faudra que vous preniez une plateforme qui puisse transformer, parce qu'il y a potentiellement ça qui risque de se passer, mais donc voilà. Eh bien, écoutez, on a répondu à un maximum de questions. Si vous en avez d'autres, il ne faudra pas hésiter à nous les reposer et puis on essaiera d'y répondre. Sur le site internet d'Ereka Pluriel, vous avez une FAQ, une foire aux questions, hein, sur lequel on vient alimenter régulièrement en fonction des questions qu'on a de nos clients. Donc, n'hésitez pas à y aller. Quand vous rentrez sur la page générale d'Ereka Pluriel, vous avez un petit onglet en haut facture électronique. Et dès que vous êtes rentré sur cette nouvelle page, au milieu, vous avez un nouvel onglet qui s'appelle FAQ. Et là, vous avez toute la liste des questions potentiellement qui sont posées. Donc, vous pouvez aller dedans pour voir si bien sûr, vous avez votre question répondue. Je vois que dans le chat, ils viennent de mettre le lien direct. Donc, les filles de la com sont au top. Voilà, en tout cas, merci à tous ceux qui nous ont suivis et qui ont suivi ce petit webinaire. Il sera envoyé à tous les participants, mais également à des personnes qui nous avaient dit ne pas pouvoir participer. On va leur envoyer également le replay de ce webinaire. Voilà. En attendant, si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter votre agence, votre expert comptable, votre collaborateur qui suit votre dossier. Ils pourront vous répondre sur les sujets et sur les questions que vous avez. Voilà. Sam, merci m'avoir assisté dans cette présentation. Merci. Et puis, bon courage à tous mes amis artisans. Ça roule. À bientôt tout le monde. Au revoir. Au revoir.